Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence. On a la chance d'être accueillis et de parler aujourd'hui d'éco-conception. On accompagne des entreprises depuis quelques années maintenant dans leur déploiement de démarches d'éco-conception et on est ici pour vous partager un retour d'expérience et aussi en exclusivité les résultats du baromètre de l'éco-conception. Donc on va se présenter, on va être deux, on va faire une présentation à deux voix. Moi, je m'appelle Marion Lapré et je suis cofondatrice de Maobi, qui est une agence d'innovation responsable. Et je suis Mathieu Paillet, je suis directeur au sein du cabinet Kepler, en charge de la practice innovation et R&D. Et on est un cabinet spécialisé sur la performance opérationnelle. Donc aujourd'hui, on va vous parler déjà du momentum autour de l'éco-conception. Pourquoi c'est le bon moment de se pencher sur cette problématique de l'éco-conception. Ensuite, basé notamment sur le baromètre que l'on a réalisé, on va partager avec vous des clés de réussite autour de l'éco-conception pour la mettre en place dans l'entreprise. Et puis dernièrement, on voudrait échanger sur nos convictions, basées sur nos expériences sur ce sujet. Alors, quelques mots sur le baromètre de l'éco-conception. Pourquoi on a lancé cette approche? C'était pour mieux comprendre la dynamique de l'éco-conception en interne de l'entreprise. Quels sont les leviers pour réussir l'éco-conception dans l'entreprise? Alors, on a articulé ça autour de deux chapitres. L'éco-conception déjà au cœur de l'organisation. Quelles ambitions, quels enjeux on se fixe, quelles méthodes on utilise, quelles priorités, quel est le mode opératoire pour l'implémenter dans les ways of working de l'organisation. Et puis un deuxième chapitre tourné vers l'extérieur pour voir comment éco-concevoir avec vos clients ou les consommateurs directement. Également en amont, comment éco-concevoir avec vos partenaires, vos fournisseurs, et comment revoir peut-être tout le modèle économique dans une logique de circularité. Alors aujourd'hui, on a plus de 100 répondants à ce baromètre de l'éco-conception. On vous encourage d'ailleurs à y participer. N'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure pour vous inscrire. On a tout type d'entreprises qui ont répondu, des grandes entreprises, des ETI, des PME, dans différents secteurs d'activité. Alors, on revient sur le momentum, le moment. Pourquoi c'est le moment d'y aller, de se lancer dans l'éco-conception? Il y a un alignement des planètes. Il y a 4 bonnes raisons aujourd'hui de ne plus tarder et de se lancer dans une démarche d'éco-conception pour les entreprises qui ne l'ont pas encore fait. La première, elle est environnementale. La seconde, c'est la pression réglementaire, en France et en Europe notamment. Et enfin, la demande des clients et consommateurs, mais également la demande des citoyens et donc des employés, et notamment les jeunes générations qui attendent des entreprises qu'elles agissent. Donc je commence assez rapidement sur l'impact environnemental. Et très rapidement, la maison brûle. Effectivement, aujourd'hui, la destruction de nos ressources, le changement climatique ou encore destruction de biodiversité coûte 2000 milliards à l'échelle de la planète. Donc il y a une urgence, qui est une urgence effectivement environnementale, mais également de fait économique pour les entreprises. L'ONU l'a très bien compris, a développé donc les Sustainable Goals pour aider toutes les entreprises à prioriser leurs enjeux en termes de RSE et donc prioriser leurs actions. Ça a été complété également par le projet Science Based Target qui permet aux entreprises de s'engager sur des objectifs de décarbonation de leur activité, de l'impact de leur activité. Donc ça, c'est un cadre qui n'est pas réglementaire, mais qui est plutôt un guide pour aider les entreprises à prioriser leurs actions. Également une pression réglementaire. Je pense que j'apprends à personne pour les personnes qui viennent du monde de l'entreprise. Il y a une expression en ce moment, c'est vraiment un tsunami réglementaire qui touche les industries à la fois en B2B et en B2C. On s'en rend compte à la fois via les appels d'offres où les mandants sont de plus en plus demandeurs de traduction en impact RSE ou ACV en intégrant effectivement dans les cahiers des charges ce type de demande. Il y a également des mesures à l'échelle de la France pour encourager du coup l'intégration de démarches d'éco-conception ou encore des pratiques d'économie circulaire. Il y a la pression de l'Union européenne. Donc je rappelle que l'Union européenne, c'est le premier marché
avec les exigences en termes de performance environnementale et de protection des consommateurs, c'est le plus exigeant au monde. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est des barrières à nos frontières, mais l'autre nouvelle, c'est qu'il faut effectivement changer et changer vite, avec notamment des directives éco-design qui concernent un certain nombre d'entreprises industrielles. Et également, donc face à cela, il y a des entreprises qui vont attendre la réglementation, mais d'autres sinon qui vont commencer à prendre les devants et qui sont déjà engagées pour les plus pionnières dans des démarches très vertueuses avec des labels B Corp ou encore le 1% pour la planète. Donc que ce soit volontaire ou la réglementation, de toute façon, il faudra y aller, c'est le sens de l'histoire. Également, cette fois-ci, si on regarde le marché, donc qu'on soit en B2B ou en B2C, je ne sais pas qui sont les personnes dans cette salle, mais les consommateurs, si on fait des grandes généralités, ça c'est issu du baromètre 2024 de Maobi. Aujourd'hui, les consommateurs attendent des entreprises et des marques qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'elles s'engagent. Et il y a notamment un chiffre qui montre que 73, donc environ 3/4 des Français, sont positivement influencés lors de leur acte d'achat quand il y a l'attribut éco-conçu sur un produit. Donc c'est un driver d'achat. Bien sûr, il faut affiner en fonction des catégories de produits, mais c'est un driver d'achat. Les consommateurs sont de plus en plus matures sur ces sujets. En 2026, la loi climat va obliger dans les appels d'offres publics, ils vont intégrer des critères RSE, voire même aller jusqu'à des demandes d'analyse de cycle de vie. Donc la demande publique va tirer le marché, ça va être une obligation réglementaire. Donc ça va suivre déjà les mandants privés qui, pour certains, ont démarré dans certains secteurs, cosmétiques, bâtiments par exemple. Également, ce qui est intéressant à voir, c'est que ça a des conséquences sur la chaîne de valeur et du coup, puisque qui dit pilotage de la RSE et de l'éco-conception, dit collecte de données auprès des fournisseurs de rang N-1 à -N, et que finalement, oui, ça paraît parfois être une montagne, et que finalement, grâce à la digitalisation des entreprises, on arrive finalement à collecter de la donnée. On en collectait déjà avant, il suffit effectivement d'aller un petit peu plus loin dans la collecte de data sur, par exemple, les bill of material. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, nécessite un peu d'investissement, mais qui est tout à fait faisable grâce aux outils de collecte digitaux. Donc, le marché est prêt. Bien sûr, ça c'est en fonction en B2B, en B2C, en fonction des contraintes réglementaires, mais la demande est plutôt en attente d'attributs ou de performances environnementales et de réponses intégrant de l'éco-conception. Alors justement, quand on interroge les industriels sur ce qui les incite en priorité à faire de l'éco-conception, la première notion qui ressort très clairement, c'est la dimension du client. Ce qui confirme ce que tu disais du coup sur l'impact de l'attente des clients et des consommateurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La deuxième dimension qui ressort, c'est la concurrence. Les entreprises sont incitées à faire de l'éco-conception pour être compétitives. Donc ça montre bien aussi que l'éco-conception est perçue de plus en plus comme un facteur de différenciation sur le marché. Donc on est rassuré, il y a une demande marché. Oui. Si je reviens sur mes 4 drivers, je vous ai parlé donc de l'urgence environnementale, je vous ai parlé également de la réglementation qui pousse les entreprises à bouger, je vous ai parlé de la demande marché. Et également, il y a il y a la société civile, et qui dit société civile, il y a également tous les candidats, les futurs salariés de vos entreprises qui finalement se posent aussi des questions, qui voient que notre monde change et qui cherchent à donner du sens tout simplement au quotidien dans leur métier. Et effectivement, la marque employeur, l'engagement que va prendre l'entreprise dans une démarche concrète, alignée, qui s'incarne dans des faits, va permettre d'attirer des candidats qui sont en attente d'entreprises qui agissent. Donc voilà les 4 facteurs, les 4 drivers qui invitent les entreprises, 4 drivers extérieurs à bouger, à s'engager en faveur de l'éco-conception. Alors maintenant, si on se place du point de vue de l'entreprise, donc qui doit faire face à la fois à ce tsunami réglementaire, aux engagements qu'elle prend ou qu'elle doit prendre sur, par exemple, la trajectoire net zéro carbone ou sur le reporting CSRD, les entreprises n'ont pas le choix, n'ont qu'un seul choix, c'est d'adresser le cœur du moteur, c'est-à-dire les produits qu'elles développent, en faisant de l'éco-conception, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier levier, le plus impactant, pour répondre à la fois aux enjeux du scope 3 et également aux enjeux de la CSRD. Alors pourquoi? De façon très schématique, quand on regarde l'empreinte environnementale globale de l'entreprise, en fait, les 3/4
sont liés à la partie produits et services. Donc l'éco-conception est clairement le levier pour répondre à cet enjeu en fait, de cette face, cette partie immergée de l'iceberg. Alors, on a quand même posé la question, c'est quel bénéfice attendez-vous d'un produit éco-conçu? Très clairement, ce qui ressort en premier, c'est la réduction des impacts carbone liés à ce produit. Ce qui est intéressant, c'est que 86% des répondants au baromètre ont engagé une démarche de décarbonation. Donc ça, c'est vraiment entré dans les pratiques. Et donc une partie de ces acteurs font le lien très clairement entre décarbonation et éco-conception. Et après, de façon plus large, le bénéfice, c'est aussi optimiser globalement l'empreinte environnementale de l'entreprise et de la production de produits ou services à travers l'optimisation des ressources utilisées. Si on prend encore plus de recul, quand on pose la question en quoi l'éco-conception apporte par rapport aux ambitions stratégiques de l'entreprise, alors au-delà d'être leader sur les enjeux environnementaux, l'éco-conception est vraiment vue comme un levier pour avoir un avantage concurrentiel, donc encore on est sur la différenciation, et aussi comme un driver important pour accélérer l'innovation et se poser les bonnes questions. Donc maintenant qu'on a compris qu'il fallait y aller et qu'effectivement ça avait bien d'autres avantages que d'optimiser simplement la performance environnementale, mais également d'être plus compétitif, on vous propose de partager ce qui nous paraît des clés de réussite si vous souhaitez développer votre démarche d'éco-conception. On en a listé 6. La première, c'est de ne pas perdre de vue, pour les entreprises en tout cas, que vous restez une entreprise et qui va, même si ça a pu paraître, ça l'est de moins en moins, un peu schizophrénique, c'est d'avoir une ambition d'éco-conception qui adresse à la fois cet objectif de réduction de l'empreinte environnementale, sans perdre de vue que l'entreprise doit générer toujours du chiffre d'affaires. Et donc, c'est de faire une ambition d'éco-conception qui soit réaliste et qui aille dans le même sens que son marché, que les besoins du marché que vous adressez. Donc, quelques exemples, hein, j'ai pris les meilleurs, mais les fleurons français qui ont commencé l'éco-conception il y a pas mal de temps, Decathlon, c'était en 2006. On se rend compte que ces acteurs-là, ils ont réussi le challenge, en fait, à la fois de rester leader, mais également de ne pas perdre de vue qui étaient leurs consommateurs, et d'intégrer l'éco-conception, la RSE et l'éco-conception au cœur de l'offre dans leur stratégie d'entreprise et d'en faire un vrai levier de différenciation et d'avoir une mission d'entreprise qui allie je réponds bien aux attentes de mes consommateurs et en même temps, je les aide à faire leur transition environnementale eux aussi. Donc quelques beaux exemples, toujours très inspirants encore aujourd'hui. On l'a quand même remis, mais avoir l'appui du top management, c'est une évidence. Mais c'est sûr que comme tout projet de transformation, ça nécessite quand même des investissements au démarrage, ça nécessite d'intégrer de l'éco-conception dans les process de développement. Donc ça nécessite à l'entreprise d'évoluer finalement et de former également les personnes. Donc il faut avoir l'appui du management pour aller jusqu'au bout. Prioriser les enjeux environnementaux, ça c'est très important parce que quand on fait une première analyse de cycle de vie, eh ben, il y a à peu près 8 étapes dans un cycle de vie. On peut avoir envie de tout améliorer d'un coup. Et je pense que c'est juste impossible. On ne peut pas s'améliorer, on peut pas améliorer tout à la fois. Il faut vraiment prioriser ces enjeux parce que sinon, on peut plus rien faire. Donc, il faut prendre sa catégorie, regarder son marché et se dire, OK, par quoi je commence ? On a donc l'analyse de cycle de vie dont je vous parlais, hein, qui permet d'évaluer les impacts environnementaux en cycle de vie. Quand je vous montre ça, c'est compliqué. Voilà, on comprend très vite qu'on ne va pas réussir à prendre des décisions entre le marketing et la R&D si on pilote l'éco-conception avec la CV. Donc nous, on recommande plutôt, et j'ai pris l'exemple de Seb qui est plutôt bien, mais vraiment de clarifier et d'avoir 3 à 4 enjeux maximum pour prioriser ces actions. Donc typiquement, un groupe SEB, ils ont défini qu'un produit qui était conçu, c'était un produit qui était conçu pour durer, donc il est fiable et réparable. Et il a en plus un autre attribut de performance environnementale qui est soit j'intègre des matériaux recyclés, ou je travaille sur l'efficacité énergétique. Mais c'est tout. Ils ne se sont pas fixés l'emballage en plus, et puis la fin de vie, puis le sourcing local, etc. Il faut faire vraiment prioriser au démarrage ces actions pour pouvoir aligner tout le monde et avancer efficacement.
Également, former les équipes, je l'ai dit, on est dans des projets de transformation. Donc, ce qui est intéressant pour s'assurer que l'éco-conception est bien mise en œuvre, c'est de co-construire finalement les outils de l'ambition ou la stratégie d'éco-conception avec les équipes et avec toutes les équipes de l'offre. Donc, c'est-à-dire la R&D, le marketing, la qualité et la communication. Pourquoi pas embarquer vos principaux fournisseurs pour s'assurer qu'il y a bien une adhésion de toutes et tous autour de ce projet de transformation. Co-construction et formation, donc, pour que la mayonnaise prenne, si je peux m'exprimer ainsi. Autre point, je disais que la CV, ce n'était pas possible de piloter une démarche d'éco-conception en parlant d'eutrophisation en marketing ou encore même juste d'impact en climat. La recommandation, c'est de développer un outil simple d'éco-conception, robuste, simple et intégré dans le process de développement qui permet d'arbitrer simplement des choix en phase de développement produit. Donc là, on a juste fait une sélection de choses qui existent aujourd'hui sur le marché, qui sont publiques. On développe parfois ce qu'on appelle des scores ou des notes d'éco-conception sur 100 qui permettent d'aider toutes les équipes de l'offre à piloter leur démarche. JCDecaux vient de lancer son Eco-Design Index, on les a accompagnés à ça. Et donc, c'est un système de notation qui se traduit de A à E et qui est une combinaison dans cette note à la fois d'impacts environnementaux d'ACV, mais aussi de critères de conception, comme par exemple, est-ce que j'intègre de la matière recyclée ou pas? Si oui, quel taux? Vous avez la même chose, éco-impact sur le mobilier. Et vous avez BABA qui a développé le BABA Life Score et qui aujourd'hui a un scoring sur 100 pour tout leur développement produit et qui est un usage interne pour l'instant uniquement. Donc voilà, un outil relativement simple qui permet de mettre tout le monde autour de la table et d'arbitrer des choix de manière assez simple. Et enfin, et je dirais presque surtout, parce que j'imagine que dans la salle, il y a peut-être une population plus ingénieur recherche que marketing et com. Et quand on est une entreprise, c'est bien de faire des efforts, de garder un cap, mais c'est aussi de le faire savoir, faire ce qu'on fait bien. Et donc, il y a une étape de valorisation de l'éco-conception qui est très importante auprès des consommateurs et des clients. Et là, je vais être assez rapide, mais en gros, si mon entreprise, c'est l'iceberg, il y a une partie qui est donc immergée, qui est tout en dessous, c'est les opérations, et la partie visible du marché qui est tout au-dessus, émergée. Et aujourd'hui, quand on fait de la valorisation environnementale, que ce soit d'une marque ou d'un produit, il y a des formes qui existent. C'est encore pas très cadré d'un point de vue réglementaire, c'est cadré par une norme. Il y a toutes les autodéclarations, il y a les écolabels privés, comme par exemple le bio. Il y a la possibilité de communiquer des résultats d'ACV, c'est cadré par exemple dans le bâtiment avec les FDES. Et puis on peut faire l'association de toutes ces formes-là. Donc là, ça permet donc de prendre zéro risque quand on fait de la com. Et tout ça, ça permet finalement de valoriser sa démarche d'éco-conception interne parce qu'on ne va pas expliquer ce qu'on fait dans son process ni quoi, ce n'est pas adapté. On va plutôt choisir des formes qui sont compréhensibles pour les clients et les consommateurs. De manière plus concrète, j'ai pris juste un exemple sur un marché. Donc, les différents types de valorisation, vous les voyez là. Il y a de la valorisation qui est réglementaire. L'étiquette énergie, c'est réglementaire. Le ROHS, par exemple, c'est réglementaire aussi. Vous avez des autodéclarations. C'est un peu tout ce qu'on peut trouver, les petites feuilles, les petits autolabels développés par des industriels. Il y a les écolabels privés. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, Écocert pour la cosmétique ou encore label bio pour l'alimentaire. Et enfin, l'affichage environnemental ou les PEF ou les PEP qui sont des formats réglementés de communication de performance environnementale. Pour être plus explicite, je prends un exemple avec quelques acteurs. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, on est un entre-deux entre des entreprises qui communiquent sur la base du volontariat et un manque de cadrage réglementaire. Ça va arriver avec la Green Claim en 2027. Mais typiquement, vous voyez, un Schneider, quel mode de valorisation il utilise? Ils en utilisent plusieurs. Bien sûr le réglementaire, mais également des autodéclarations. Si je prends L'Oréal, ils sont un petit peu sur tout. L'autodéclaration, ils ont développé l'Eco Beauty Score, mais ils ont aussi des labels privés, comme Écocert pour les formules bio en cosmétique. Et ils sont prêts pour l'affichage environnemental cosmétique en 2027. Donc voilà, ça c'est des guidelines pour montrer qu'une fois qu'on se pose la question de la valorisation, il y a un champ des possibles qui est assez large pour l'instant, et la réglementation va venir tailler dans tout ça d'ici 2-3 ans. Alors pour rebondir sur 2 clés de réussite que tu as mentionnées, sur la première qui concernait la capacité à définir une ambition qui est à la fois
environnemental et business. Quand on pose la question aux entreprises sur leur logique de priorisation des produits à éco-concevoir, donc quels produits j'éco-conçois en priorité, bon, très largement, et c'est complètement logique, on vise les produits les plus impactants dans la gamme, ceux qui ont l'empreinte environnementale la plus forte. Alors, ce qui veut dire qu'on a une connaissance des différents niveaux d'impact environnemental de toute la gamme de produits de l'entreprise. Et puis, il y a un deuxième aspect qui ressort. Évidemment, on s'appuie sur le volume de vente pour cibler les produits qui représentent le plus de chiffre d'affaires ou le plus gros volume. Ça, c'est pour aller dans le sens des engagements de l'entreprise et aller dans le sens du coup de l'amélioration des indicateurs de performance sur ces sujets-là. Hop. Sur un deuxième aspect dont tu as parlé, c'est sur l'intégration de l'éco-conception dans les décisions d'innovation, dans les décisions de développement. Ce qui est intéressant, c'est que quand on pose la question est-ce que vous utilisez l'éco-conception pour prendre des décisions sur des nouvelles offres, sur des nouveaux développements, en fait, presque la moitié des entreprises répondent que oui, elles regardent les enjeux environnementaux, mais ce n'est pas prioritaire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un critère de go-no-go, ce n'est pas un critère bloquant, alors que bon, un quart des entreprises, par contre, ont vraiment intégré ça de façon systématique. L'éco-conception est un critère majeur. Donc il reste encore du travail pour une bonne partie des entreprises sur cette dimension-là. Alors la dernière partie, c'est bon, il nous reste 4 minutes. Juste partager avec vous quelques convictions. Alors pour cela, on va se baser sur 3 derniers éléments issus du baromètre, sur des enjeux et des challenges qui sont remontés de la part des répondants. Alors le premier, un des gros challenges, c'est de rentrer dans une logique qu'on appelle end-to-end, c'est-à-dire multimétier, et sur toute la chaîne de valeur. L'éco-conception, ce n'est pas uniquement la problématique de la R&D, mais c'est la problématique de l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc on pense évidemment aux achats, aux opérations, au marketing, etc. Et donc c'est un des sujets qui était ressorti, c'est le manque d'alignement entre les parties prenantes. Les différentes équipes lancent des démarches autour de sujets liés à l'éco-conception, la communication, les labels côté marketing, les achats avec du sourcing durable, mais par contre l'éco-conception du produit sur toute la chaîne nécessite d'embarquer tous les acteurs et c'est une vraie difficulté. Et puis il y a aussi la capacité à mesurer l'impact sur toutes les étapes de la chaîne de valeur et là ressort en fait la problématique notamment d'accès à la donnée pour être capable d'éco-concevoir, avoir les données de l'amont des fournisseurs et aussi de l'aval sur l'usage des produits. Bon, le deuxième challenge qui ressort, c'est la nécessité de penser cycle de vie complet, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie des produits. Alors là, il y a vraiment un alignement, c'est-à-dire qu'il y a une méthode qui fait foi, c'est l'analyse de cycle de vie. Là, il y a une vraie convergence sur la méthode à utiliser, technique scientifique, pour faire de l'éco-conception. Et le dernier challenge qui ressort, c'est l'enjeu de systématiser la démarche d'éco-conception dans le process de développement. En fait, quand on pose la question aux acteurs sur la proportion de produits éco-conçus en objectif à 2030, en fait, la plupart des acteurs répondent ben, « je ne sais pas ». Donc on ne sait pas fixer d'objectif dans notre portefeuille quelle est la part de produits qui seront éco-conçus en 2030. Donc ça signifie qu'il y a encore du chemin. Mais on a quand même un quart sûrement des acteurs un peu leaders du sujet qui se sont quand même engagés là pour le coup à avoir l'intégralité de leur portefeuille produit éco-conçu à horizon 2030. En synthèse, Marion ? En synthèse, et puis aussi suite à l'observation de ce qu'on peut vivre et constater dans les entreprises, c'est que finalement notre conviction, on a plusieurs convictions, c'est que les démarches d'éco-conception, on peut croire qu'il y a conception dedans, donc c'est quelque chose de très technique. En réalité, c'est vraiment des démarches avant tout multimétiers, où tous les métiers du développement produit doivent collaborer ensemble et parler un langage commun finalement pour animer cette démarche d'éco-conception et faire en sorte que tous les produits ou que la démarche soit effectivement systématisée. Donc c'est vraiment pas technique, c'est vraiment une démarche, c'est du change en fait qui embarque tous les métiers et qui les fédère pour faire des offres plus durables. C'est donc une opportunité de faire travailler ensemble les métiers qui parfois travaillent un peu en silo,
donc la R&D, le marketing, l'innovation. Et finalement, c'est leur donner un but commun qui est assez motivant en général pour les équipes. Et enfin, on l'a redit, on a parlé d'analyse de cycle de vie ou de pensée en cycle de vie. Voir son cycle, on le voit d'habitude en brief marketing, en décomposition du coût ou en bill of material. Là, voir son produit en cycle de vie, finalement, c'est une nouvelle pensée qui amène pas mal de créativité. Et cette nouvelle pensée en boucle fermée voilà, est source finalement d'innovation et de créativité pour l'ensemble des parties prenantes engagées dans la démarche d'éco-conception. Et notre motto de fin, ouais. Le mot de fin, ce serait que finalement, l'éco-conception, c'est un peu comme, on pourrait dire, la qualité il y a 30 ans. On parlait ça a été toute une démarche pour mettre en route les démarches de qualité. Finalement, l'éco-conception, c'est rien d'autre qu'une bonne conception. On a pensé également, on a pensé aux consommateurs, à la fonctionnalité, et on se dit qu'en plus, on va avoir une empreinte qui est juste optimale par rapport aux services qu'on veut rendre et aux fonctions rendues par le produit. Donc demain, on parlera que d'éco-conception et pas de conception, ou inversement, l'éco-conception sera diluée dans la conception. Bref, c'est quelque chose qui, on espère, pourra disparaître prochainement. Merci beaucoup. Merci. On a 40 secondes pour les questions. Ah non, même pas, on dépasse en fait. Pardon. C'est fini. Bon, c'est fini. Ah, le slide d'après, juste. Voilà, si vous voulez nos contacts ou vous connecter pour répondre au baromètre de l'éco-conception, n'hésitez pas à prendre une photo, enfin à scanner le QR code en bas à gauche. Ça vous permet de contribuer au baromètre et d'avoir accès à l'intégralité de l'étude qui sera diffusée à tous les participants. Merci.